Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce panel qui porte sur les régimes à prestations cibles au Québec. À quoi faut-il s'attendre à la FTQ? Je me nomme François L'Italien, je suis chercheur à l'Institut de recherche en économie contemporaine et je suis aussi coordonnateur à l'Observatoire de la retraite, un organisme qui existe déjà depuis 7 ans au Québec et qui produit des connaissances et qui intervient dans le débat public sur la question de la retraite, dans le but d'améliorer la sécurité financière des personnes. Alors, nous voici maintenant rendus à la discussion sur les vraies affaires. On a eu auparavant des discussions, des présentations sur la loi, sur les prestations cibles, la mécanique des prestations cibles, et maintenant la question est plutôt qu'est-ce que la FTQ a comme positionnement vis-à-vis de ces régimes-là. Alors, pour aborder directement la question, on a réuni des panélistes pour ce panel qui viennent de différents secteurs et qui ont beaucoup d'expérience dans la négociation collective et en particulier sur la question des retraites. Donc, je vous les présente à l'instant. Nous avons Pierrick Chouanière-Lapointe, qui est détenteur d'une maîtrise en droit international et membre du barreau. Pierrick œuvre au sein du SEPB Québec depuis 14 ans. Il a négocié dans tous les secteurs de l'organisation et a représenté les syndicats affiliés et les membres devant tous les tribunaux en droit du travail. Et il est directeur exécutif du SEPB depuis juillet 2019. Renaud Gagné a une très longue feuille de route en négociation collective dans les secteurs du papier, de la transformation du bois et de la forêt. Lors de la création du syndicat Unifor, Renaud Gagné a été nommé directeur adjoint responsable, entre autres, du service des régimes de retraite et avantages sociaux, ainsi que des secteurs de la foresterie, entrepôts et divers. En mai 2015, il a été élu au poste de directeur québécois d'Unifor. Ensuite, le dernier, non le moindre, Marc Ranger, qui occupe depuis 5 ans le poste de directeur québécois au syndicat canadien de la fonction publique. Vous le savez, il a été porte-parole de 2013 à 2015 de la Coalition syndicale pour la libre négociation, qui a été mise sur pied pour défendre le principe de la libre négociation et répliquer la restructuration des régimes de retraite dans le secteur municipal imposés par le gouvernement du Québec. Messieurs, je vous remercie énormément d'avoir accepté à participer à ce panel. Je vais vous poser des questions et vous allez réagir en fonction des rondes thématiques. Alors, première question que je vais adresser d'abord à Pierrick. Donc, dans le secteur que tu représentes, qu'est-ce que signifie l'arrivée des régimes à prestations cibles? Est-ce que ça pourrait avoir un effet sur les régimes à prestations déterminées? Oui, bonjour François. D'abord, bon après-midi. Merci pour l'invitation. Peut-être, tu me poses la question dans les secteurs qu'on représente. Là, je vais me permettre de nous présenter comme organisation très rapidement. Là, SEPB Québec, comme notre nom l'indique, on est essentiellement un syndicat de col blanc, donc professionnel, des employés de bureau. On est très diversifié aussi dans notre composition. Là, on a du secteur public. On a en majorité du secteur privé, mais une grosse proportion du secteur public. On a du parapublic, on a un petit peu de municipal. Et il y a un chiffre qui a attiré mon attention ce matin. Je vais partir de là pour répondre à ta question. Marie-Josée a mentionné que 10% du secteur privé avait des régimes à prestations déterminés, si j'ai bien compris l'affirmation qu'elle a faite. Et bon, je suis pas très bon en maths, c'est pour ça que je me suis dirigé vers les lettres, mais quelques chiffres peut-être pour commencer qui m'ont moi-même amené à réfléchir de ce que ça pourrait vouloir dire sur la négociation collective de nos groupes où on a des régimes à prestations déterminés. Évidemment, il y a tout le secteur public et je dois dire peut-être avant de donner les chiffres, quand on a discuté de ça avec Marie-Josée et toi-même, François, j'étais comme sur une mauvaise impression suite à la crise de 2008, là, toutes les restructurations qu'on a eues. Je me disais, dans le secteur privé, il me semble qu'il nous en reste plus tant que ça des régimes à prestations déterminés. Et je me suis rendu compte que non. En fait, il en reste beaucoup. Notre secteur public, évidemment, là, on parle de 45%, là, tout le monde qui est sous le REGOP sont visés par un tel régime. Là, si on va dans le secteur privé, on se rend compte qu'on se compare avantageusement, c'est peut-être ça l'avantage syndical, il faut que je le dise au passage, 31%
de notre secteur privé ont encore des régimes à prestations déterminées. C'est sûr, là-dedans, il y a Desjardins dans le secteur financier qui pèse lourd là, pour 25 puis le reste de notre privé, 6 vient compléter le portrait. Puis après ça, notre parapublic municipal, on va parler de 5 là, qui sont visés par des régimes à prestations déterminées. Alors, est-ce que ça va changer quelque chose sur la négociation collective? Honnêtement, là, puis je vais revenir dans les autres questions avec cette idée-là à quelques reprises, là, mais pour nous, c'est un peu une solution à un problème qui n'existe pas. Là, tu sais, toutes les problématiques en lien avec les régimes de retraite, évidemment, comme beaucoup depuis 2008. À partir de 2008, plutôt, là, on était vraiment dans l'œil du cyclone. Là. Moi, je l'ai vécu dans notre organisation, que ce soit en termes de conflits de travail, que ce soit en termes de thématiques de congrès, de procédures dans les tribunaux. Il y a comme eu, à partir de 2008, là, il y a eu 2 grandes phases. Là. Il y a eu ce que j'appellerais l'œil du cyclone 2008-2012, là, où là, c'était vraiment... c'était la machine compresseur là, que les employeurs voulaient passer. On cherchait le plus possible à fermer les régimes à prestations déterminées. Nous autres, on a eu des grosses batailles, groupe Page Jaune, on a eu des gros problèmes du même genre à la presse également. Ensuite, il y a eu la période 2012-2016 où je pourrais résumer en disant on a fini de faire la job là, pour stabiliser les choses. Et depuis 2016, probablement que Marc aurait un avis un peu différent au niveau de la loi 15, mais depuis 2016, je ne dis pas que c'est plus un enjeu primordial dans les négociations, mais ça s'est stabilisé. Alors pour nous, honnêtement, là, toute l'introduction du nouveau projet de loi dont on parle, là, à part à la presse où on a peut-être un enjeu parce que la CSN représente les journalistes, nous on représente les publicitaires, puis on sait là, la CSN s'est prononcée en faveur du projet de loi dont il est question. Mais sinon, là, c'est pas un enjeu qui a été comme très discuté. Là. Évidemment, on a suivi ça, là, mais c'est pas un enjeu de terrain. OK. On va avoir l'occasion d'y revenir un peu plus loin, comme tu l'as dit. Marc Ranger, maintenant, réaction à cette question-là. Oui, bonjour. Peut-être la première des choses, l'année passée, Marie-Josée l'a dit d'entrée de jeu, mais à la même date ou à peu près, on était en panel j'étais avec Michel Lisée, Bernard Morancy, de l'Institut canadien des actuaires, et sur un panel. Fait que je veux moi aussi rendre hommage à Michel Lisée, qui va nous manquer énormément. Moi, c'est un bonhomme qui m'a inspiré tout au long des batailles qu'on a eues, puis il nous a toujours à faire du support. Fait que aujourd'hui, c'est sa journée à Michel Lisée. Bon, pour répondre à la première question, parce que je vous dis tout de suite, dans la deuxième, je risque de me défouler, mais puis c'est difficile de se défouler sur un écran, là. J'aime bien ça être dans une salle. Mais pour la première question, moi, je dirais que c'est plutôt les impacts appréhendés. On est présent, le SFP, dans 11 secteurs différents. Évidemment, la majorité de nos groupes ont des régimes à prestations déterminés. On est davantage dans les services publics, mais on est un peu partout aussi sous juridiction fédérale. Mais moi, je pense que le gouvernement, avec ce projet de loi-là, a mis la table pour les années à venir. Donc, à court terme, on verra peut-être pas d'impact immédiat, mais c'est très inquiétant, autant au niveau du secteur municipal, secteur universitaire, mais prenons tous les secteurs qu'on représente. C'est un outil dont on n'avait pas de besoin. Et il y avait, dans le passé, quand il y a eu des problèmes, je vois Renaud, là, Renaud Gagné va nous en parler, mais il y a eu un projet de loi spécifique qui avait été déposé pour s'attaquer à des problèmes. Là, actuellement, avec ce projet de loi-là qui a été sanctionné, on vient mettre la table pour des débats à venir. Fait que moi, je lance un signal d'alarme pour tous nos syndicats. Je pense que ça va devenir un enjeu important aux tables de négociation dans les années à venir si on n'est pas vigilant. Je me suis retapé là, les audiences publiques, les consultations, pas toutes, parce qu'il y en avait qui étaient plus plates que d'autres, mais j'ai regardé certaines des déclarations. Le Conseil du patronat du Québec s'est fait poser la question par le ministre Girard. Je pensais que c'était une question qui était plantée. Est-ce que vous avez de vos membres employeurs qui ont demandé des régimes à prestations cibles? Ils n'ont pas été capables de répondre, ils n'ont pas été capables de donner un exemple. Qui demandait ce projet de loi-là? Puis quand j'entendais Pierrick, on mentionnait, je ne sais pas, par rapport à la CSN étant en faveur, quand on regarde les consultations parlementaires, c'est par rapport à un groupe qui était un peu comme certains autres syndicats ont vécu, qui était en difficulté et qui réclamait l'adoption de ce projet de loi-là pour venir
confirmé des changements qu'ils tentaient de négocier, mais c'est dans des situations qui sont très, très précises. Sinon, la FTQ s'est prononcée clairement contre. Et moi, donc, pour vraiment répondre à la question, les effets pourraient devenir des enjeux une table de négociation, parce qu'évidemment, un régime à prestations cible, là, hey, l'employeur mort de rire, là, moi, j'assume pas les risques. Je mets à cotisation. Quand j'entendais chez Mercer, on nous parle de hey, la gestion du risque pour les employeurs. Dans un régime à prestations cible, là, je mets ma cotisation puis comme employeur, puis merci, bonsoir, occupez-vous du reste. Alors que, Pierre-Éric, tu en as fait référence, dans les dernières années, tout le monde, toutes les organisations aux tables de négo, on avait des régimes à prestations déterminées, on a apporté des modifications, on a repoussé l'âge de la retraite, on a fait des changements pour protéger nos régimes. Le partage du risque, on était dedans, on a fait en sorte de partager les risques aussi, de revoir des choses. Mais moi, j'ai vraiment pas juste l'impression, je pense que ça va redevenir, alors qu'on met la tête hors de l'eau à plusieurs endroits, ça va redevenir un enjeu aux tables de négociation parce que l'employeur va dire, tiens, moi, là, je ne veux plus assumer les risques et je vous laisse la place. Très bien. Merci, Marc. On se demande qu'est-ce que ça va être la deuxième réponse à la question. Renaud Gagné, maintenant, qu'est-ce que ça signifie dans les secteurs que tu représentes, l'arrivée des prestations cibles? Merci, François. D'abord, bonjour tout le monde. Ça signifie pour le secteur privé, on représente 24 secteurs de l'économie. On a quelques autres dossiers publics, là, un ou deux dossiers municipaux, mais essentiellement, c'est clair pour nous que c'est une nouvelle attaque des employeurs. Déjà, sur la table de négociation à Québec, dans une entreprise qui fabrique du papier alimentaire, on est en renouvellement de convention collective et l'employeur nous a déjà adressé une demande pour mettre en place un nouveau RPC, régime à prestation cible. Tu sais, quand on a commencé à en parler au congrès de la FTQ, on a vu qu'on dénonçait ça, là, c'est problématique. C'est vraiment malheureux que la CAQ ait fait un si beau cadeau aux employeurs pour nous transférer le risque ou le risque aux participants. Sans parler de toutes les économies, des dépenses liées aux obligations de gestion, RH, comité de retraite, évaluation, etc. Pour moi, cette question-là de nouveau régime à prestation cible, c'est un nouvel outil techniquement, mais c'est aussi un moyen pour les employeurs de diviser nos membres aux tables de négociation. En 2007, j'ai été élu pour la première fois et dans la crise, juste avant la crise, on avait 26 000 membres dans le secteur des pâtes et papiers au Québec. En 2011, j'avais perdu 12 000 membres. Fermeture, 50 % de l'industrie en faillite. Donc, on a dû gérer toute une crise pour mettre en place, pour sauver les retraites, les régimes à prestations cibles là, dans le cadre de restructuration pour Résolu et White Birch. C'est sûr que c'est une loi spéciale qui a mis ça en place et une réglementation qui a été très difficile parce qu'elle devait satisfaire aussi à White Birch en particulier. Je vais vous dire que ça a été tout qu'un cauchemar et ça demeure toujours avec White Birch, un employeur indésirable qui ne respecte rien. Ça, c'est sans parler de la poursuite des retraités. Là. 10 ans de procédure jusqu'à la Cour suprême. On nous accusait d'un manquement de devoir de fiduciaire, comme si le syndicat était responsable des déboires financiers de cette entreprise. 2019-2020, Kruger nous a quand même adressé en prévision de ce fameux régime à prestation cible, dans les 3 usines qu'on a réussi à faire reculer, une demande pour pouvoir transformer le régime PD en régime à prestation cible. Il faut savoir qu'à Trois-Rivières, dans l'investissement de 250 millions, l'entreprise avait exigé de pouvoir y accéder le jour où ça serait mis en place. Donc, ça me ramène peut-être dans la discussion sur la division dans nos rangs avec l'arrivée du nouveau prestation cible. Tout le monde le sait, on a eu plusieurs conflits pour empêcher d'éliminer nos régimes à prestations déterminés chez les affiliés parce que les employeurs voulaient le remplacer par une cotisation déterminée. Je vous rappelle la très grande bataille de 13 mois à Chambord en 2003 pour empêcher Louisiana-Pacifique d'éliminer la prestation déterminée par la cotisation. Ce qui est arrivé dans le temps, c'est que ça s'est terminé le conflit après 13 mois avec un régime à financement salarial pour lequel l'employeur demeurait toujours responsable en cas de terminaison, mais c'est probablement l'ancêtre du régime à financement salarial qu'on connaît aujourd'hui avec toutes les règles du jeu.
D'ailleurs, après cette époque-là, les employeurs avaient probablement compris qu'ils avaient intérêt à changer la stratégie. La solution était simple, là, proposer un régime à cotisation déterminé pour les nouveaux employés qui seraient embauchés. Heureusement, la discrimination est interdite depuis juin, là, mais le résultat, c'est combien de nos sections locales ont été prises dans cette situation-là. Puis dans tous les cas où on a un régime à deux vitesses, l'effet du temps sur nos membres qui y participent en CD considèrent cette situation de discrimination assez durée à leur égard. Là, puis dans le contexte d'un nouvel outil pour l'employeur de régime à prestation cible, avec toutes sortes de prétentions, ça coûte moins cher, moins ci, moins ça, ben c'est clair que les PD qui nous restent, si l'employeur fait la demande, comme à Québec, de tout mettre le monde dans une cotisation qui soit à cotisation déterminée actuellement, là, les envoyer tous dans un régime à prestation cible, puis se débarrasser complètement du prestation déterminée, ben vous comprendrez que ça fait des divisions dans nos membres. Donc, attachez vos trucs, là, parce qu'on va l'avoir sur nos tables. Ça va vanter. Bon, la table est mise. Deuxième question pour vous, messieurs. L'argument du gouvernement selon lequel les prestations cibles allaient améliorer la retraite au Québec, est-ce que vous y croyez? Autrement dit, est-ce que vous pensez que dans les secteurs que vous représentez, là où, par exemple, il y a des REER collectifs, là où il y en a, est-ce que vous pensez qu'on va avoir tendance à implanter des régimes à prestations cibles? Marc Ranger. Oui, j'ai promis que je me fâcherais, fait qu'il faut que je livre la marchandise, oui. Sinon. Encore une fois, je reviens sur les consultations publiques. Le ministre Éric Girard, à chacun des intervenants, posait la question, mais surtout quand il savait qu'il faut avoir une réponse favorable. Et il mentionnait que dans le secteur privé, 10% environ des régimes sont à prestations déterminées conventionnelles. Mais pensez-vous que dans 10 ans, il va en rester encore des régimes à prestations déterminées? Et là, il servait son propre exemple. Puis Pierre-Éric pourra peut-être nous en parler, parce que Pierre-Éric, Dieu sait qu'à la Banque Laurentienne représente des membres puis que c'est pas facile. Mais prenait son expérience pour dire, écoutez, les jeunes, quand on parle d'équité intergénérationnelle, les plus jeunes, là, c'est pas la retraite qu'ils veulent entendre parler. Ils veulent davantage de salaire. Les jeunes, et maintenant, la réalité de la main-d'œuvre, c'est la mobilité de la main-d'œuvre qui fait en sorte que c'est beaucoup moins attrayant de parler de régime de retraite. C'est pas vraiment ce qu'ils veulent. Le ministre est biaisé dans le débat, déjà au départ, puis ne croit pas au régime à prestations déterminées. C'est pour ça que je dis qu'il faut s'en inquiéter de cette orientation-là. Ce qu'il mentionne, c'est que c'est un nouvel outil innovateur pour l'équité intergénérationnelle. Il parle de modernisation. On a vu ce que ça donnait, modernisation du Code du travail, modernisation de la loi sur la santé au travail. On est en plein dans cette bataille-là actuellement. Il n'y a pas de justification. Moi, ce qui me choque, c'est que le débat avait commencé en 2011. 2012 à 2014, il y a eu le comité d'amour, le comité d'experts, on a eu toutes sortes de débats. On a participé à tout ça. Après ça, il y a eu des restructurations imposées. Sur une longue période de temps, il y a eu un débat sur la retraite. Je regardais ce projet de loi-là, 68, déposé le 7 octobre. Après ça, l'adoption du principe quelques jours plus tard, 2 jours de consultation. Le 11 décembre, il était sanctionné. En un temps record. Allez voir à peu près pas de débat, pas de discussion, pas d'analyse de fond. Dans le fond, ils ont livré la marchandise pour préparer le terrain. Moi, je veux saluer, il y a eu, dans ces consultations-là, il y a eu l'Observatoire de la retraite qui a fait certains des commentaires. Je sais qu'on a des gens de Retraite Québec qui vont prendre la parole par la suite, là. Je pense qu'il y a un rôle, Retraite Québec, un rôle éducatif aussi à faire qui aurait dû être fait, un rôle de communication d'information. Là, on a un projet de loi qui a été passé rapidement à la sauvette. Puis bon, M. Gamache de Retraite Québec était assis à côté du ministre tout le long. Mais moi, j'aurais aimé qu'au niveau de Retraite Québec, qu'on puisse avoir des débats avant, qu'on puisse prendre le temps d'en parler parce que cet outil-là n'amène rien de plus. Il peut répondre à des besoins criant, puis à ce moment-là, une intervention ciblée, comme je disais tantôt, comme ça a été fait par le passé. Mais qu'on ne me dise pas, parce que je regardais le rapport un petit mémoire de la firme Mercer, là, qui disait que c'était au bénéfice des travailleurs québécois, puis qui était enthousiaste à l'idée de pouvoir apporter leur expertise aux promoteurs de ces nouveaux régimes-là. C'est sûr, ça va donner bien de la business, là, mais au bout de la ligne,
c'est un outil qui nivelle, à mon avis. La retraite, là, ce qui est fondamental, puis si on veut, on est dans un contexte, puis je finis là-dessus, mais un contexte où on va revivre la pénurie de main-d'œuvre. On voit déjà le taux de chômage a baissé. Un bon régime de retraite, c'est un outil qui est formidablement attractif. On le voit, puis le principe de mobilité de main-d'œuvre, moi, j'achète pas ça. Près de 40 des gens au Québec sont syndiqués. La très vaste majorité de nos membres, il y a une stabilité, ils cherchent une stabilité d'emploi dans une organisation, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de stabilité. Puis à ce niveau-là, le niveau bancaire est, oui, il y a plus de mobilité, mais dans les gens qu'on présente, c'est la stabilité. Le régime de retraite est un outil formidable de rétention, puis c'est important que ces promesses-là de rente, qu'on puisse les protéger. Un régime à prestation cible ne donne aucune promesse. Qu'on ne me dise pas que ça vient améliorer le sort de nos membres à la retraite, qui vont assumer 100% des risques. Très bien. Merci, Marc. Renaud Gagné, est-ce que les prestations cibles vont améliorer la retraite? J'aurais beaucoup de difficultés à ta place de dire oui après Marc Ranger. Je suis pas mal au... Merci, François. Je suis pas mal au même endroit que Marc, là. D'ailleurs, je parlais de division tantôt dans nos rangs, là, sur les tables de négo, mais quand le mouvement syndical est divisé, la position de la CSN, mettons qu'elle n'a pas aidé. Je voulais pas en parler aujourd'hui, mais mettons que l'occasion se présente, là, si on s'était serré les coudes puis donné de l'information en additionnel, peut-être qu'on aurait pu avancer parce qu'on n'avait pas besoin de cet outil-là pour améliorer le revenu de retraite. Et éliminer les disparités, on le faisait sans avoir nécessairement besoin de cette prestation cible. Donc, notre outil principal, on en a parlé beaucoup, c'est le régime de financement salarial de la FTQ. Donc, quand on regarde ça globalement, une chose est claire, puis je ne vais pas prendre les chiffres, là, je pense que Marc-André a fait une très belle présentation. Moi, je regarde ça, je suis assez épaté là, de près de 335 millions d'actifs, là, puis quand on regarde chez Unifor, 64 lieux de travail pour 6400 participants, c'est tout un élément, l'indexation des rentes. Donc, le RFS-FTQ occasionne aucun risque financier, de frais de gestion, de placement, de RH, de comité de retraite, comme l'option du régime à prestation cible va offrir aux employeurs. Donc, on avait cet outil-là pour l'employeur. Ça n'ajoute rien d'autant plus qu'on a réussi, comme je disais, à augmenter ou à améliorer les revenus de retraite aux tables de négociation pour remplacer les régimes à cotisation déterminés au REER par la RFS-FTQ. Encore une fois, l'outil existait. On n'avait pas besoin du prestation cible. On a eu peut-être deux situations particulières où les employeurs se sont opposés catégoriquement au RFS, en tout cas à tout le moins celui de la FTQ. Rio Tinto, il fallait absolument que ce soit un RFS nouveau, parce que n'importe qui peut en partir un. La CSN aurait pu le faire aussi. Mais anyway, Ryanair, la compagnie papetière à Témiscamingue, on a rencontré les Américains, on leur a expliqué, mais pour eux autres, là, c'était impensable qu'un syndicat puisse gérer ça comme on le gère. Donc, puis les autres avantages qu'on a eus dans le temps avec le RFS qui existait, donc, on a pu maintenir des anciens volets à Uniboard en particulier parce que dans le cadre de la restructuration, on aurait perdu finalement un CD pour tout le monde. Donc, on a pu garder notre ancien volet PD et de mettre tous nos membres puis enlever la disparité puis l'inclure au RFS. Donc, sur la deuxième partie, est-ce que les employeurs vont offrir davantage de régimes plutôt que derrière? Moi, je crois pas ça. Je présume que les employeurs pour lesquels il n'y a pas de syndicat pour négocier, ils vont probablement offrir un régime qui occasionne le moins de risques financiers possible pour lui, à coût compétitif pour son entreprise, puis naturellement qui nécessite le moins de gestion administrative pour recruter ou retenir sa main-d'œuvre. Donc, quand on recrute actuellement des nouveaux membres, des petites entreprises de 50 et moins, s'il y a un REER ou un régime à cotisation, ben c'est sûr, ou aucun régime, le premier réflexe qu'on a tout le temps eu, c'est de négocier la mise en place d'un régime à prestation déterminé pour aller au RFS. Donc, à défaut de ça, là, ceux qui réussissent, on a reçu une fois là, de négocier un nouveau PD traditionnel. Faut attacher nos trucs parce que c'est extrêmement difficile. À l'arracher. Merci Renaud. Pierre-Yves Chouanière.
Oui, en fait, Marc, je pense qu'il voulait dire, c'est pas que lui allait se fâcher, mais qui allait me faire fâcher en parlant de la Banque Laurentienne. Je le dis au passage, là, mais j'en parle plus après parce qu'on va digresser sur un sujet dont je veux pas parler. Moi, j'ai retenu ce matin de la présentation de Clément Gignac 3 mots, puis ça permet peut-être d'exprimer ma pensée là, sur l'incongruité que je trouve de l'adoption de ce projet de loi-là. Il nous a dit actuellement, là, c'est le temps de la vaccination, de l'accompagnement, puis de la relance. Et là, j'essaye de figurer, parce que moi, je cherche l'anguille sous la roche là, avec cette histoire-là, tellement, puis je le répète, là, pour moi, c'est une solution à un problème qui n'existe pas. Je reprends les mots de Clément Gignac ce matin, là, puis je me dis, bon, la vaccination, on oublie ça, là, mais en quoi c'est de l'accompagnement, en quoi c'est de la relance, là. Le gouvernement avait un momentum législatif là, pour passer un certain nombre de mesures très significatives dans une période cruciale là, pour notre économie puis notre société, puis il nous arrive avec ça. Fait que je le dis juste pour illustrer là, à quel point c'est complètement incongru de nous mettre ça d'impact actuellement. Puis pour revenir à ta question en tant que telle, François, est-ce qu'il y a un risque, est-ce qu'on voit des potentiels de migration de ceux qui ont des REER collectifs vers cette nouvelle, en tout cas, on va l'appeler comme ça, là, à défaut de meilleur mot, vers cette nouvelle outil-là. Je le vois pas non plus, là, puis au risque de répéter ce que Renaud a déjà dit. Tu sais, pour beaucoup d'employeurs qui ont des je vais l'appeler comme ça, des régimes type REER collectif, souvent, il y a comme 2 cas de figure. Il y a des entreprises qui sont dans des secteurs où les marges bénéficiaires sont très, très minces. Je prends par exemple le commerce au détail. Ils veulent une gestion la plus minimale possible. Puis pour eux, là, c'est à l'arraché, ils vont accoter ce que les travailleurs vont donner là, dans l'outil le plus simple possible. Fait que pour eux autres, là, je le vois pas du tout. Puis les autres, ben, c'est des employeurs, en tout cas de l'expérience qu'on a vécue, c'est des employeurs qui ont connu des grandes difficultés financières dans les dernières années. On avait eu Trader, nous autres, en matière de vente, qui avait réussi à sortir du PD à un moment donné. Puis c'est sûr que pour eux, encore là, toute la question de la gouvernance, là, ils cherchaient à aller vers le plus simple possible pour se désinvestir des outils à la retraite. Alors, au final, qu'est-ce qui reste? Ben moi, je trouve qu'il reste, puis ça aussi, Renaud l'a mentionné, là, je ne m'étendrai pas plus trop longtemps là-dessus, mais en fait, ça répond à aucun besoin. Là, ça ne remplira pas les promesses dont on parle là, pour transférer peut-être des gens vers ce meilleur outil-là. En fait, ça constitue, à mes yeux, essentiellement une menace pour le RRFS, parce qu'est-ce qu'on faisait avec les groupes dont je viens de parler, soit les employeurs qui ont eu des difficultés ou les employeurs qui ont des marges bénéficiaires très, très limitées, on essayait de les envoyer vers le RRFS. Puis là, on va se faire dire quoi? Ben, regardez, là, on a un nouvel outil législatif, puis nous autres, on veut s'en servir. Fait que non, je le vois pas du tout, François. OK. Merci, Pierrick. Dernière ronde de questions, messieurs. Considérant tout ce qui vient d'être dit, quel devrait être, selon vous, l'alignement stratégique de la centrale vis-à-vis des régimes à prestations cibles? Quel alignement syndical devrait-on adopter? D'abord, Pierrick. Pardon, Renaud. OK, merci, François. Ben, écoutez, si on n'a pas le choix, qu'on ne réussit pas à mobiliser nos membres, particulièrement lorsqu'il y a à la fois un PD et un régime à cotisation déterminé dans l'entreprise et qu'on ne peut pas conserver notre PD traditionnel, ben, il est certain qu'il va falloir se donner des lignes directrices pour les négociations. Il va falloir que nos membres, s'assurer que nos membres comprennent que certaines dispositions dont expliquées aujourd'hui là, existaient dans leur régime à prestation ne pourront être reproduites dans un régime à prestation cible. On a parlé de régime salaire final ou des dates de réduction avec le nombre d'années de service. Donc, il va falloir s'assurer, aux tables de négociation, d'analyser le type de régime qui serait préférable pour les situations particulières en tenant compte de la démographie, de la taille du niveau de cotisation, parce que ça va faire partie des débats. Pour moi, il ne fait aucun doute qu'en raison notamment de sa taille, le RFS constitue encore un élément sérieux dans nos cartons. Pour l'employeur, ben lui, ça ne change rien. En termes d'implication financière, c'est la même. Dépendamment du choix qu'on aura analysé,
on doit, peu importe la finalité, si jamais on doit aller dans un RP, un régime à prestation cible, ben il faut savoir un certain nombre de choses qu'on devra se préparer aux tables de négociation. Comme c'est un nouveau régime pour lequel tous les risques sont assumés par le participant, ben on doit, comme syndicat, exiger une gouvernance majoritaire. Pour les mêmes raisons, si on regarde l'employeur, de toute façon, il ne s'implique pas, il n'est pas là au niveau du RFS. Donc, ça ne devrait pas être un problème non plus. Si l'employeur veut absolument avoir quelqu'un, ben, en autant que c'est quelqu'un qui n'a pas de pouvoir, ben, on pourrait toujours en accepter un. Ça pourrait être correct. On devra négocier que le syndicat sera le seul à pouvoir modifier le régime. D'ailleurs, selon moi, il n'y a que le niveau de cotisation que l'employeur devra être sujet à l'approbation pour ce qui le concerne. Pour le reste, c'est décidé en collégialité, en collaboration avec le comité de retraite, mais par le syndicat, dépendamment si on confie les mandats. Lors des négociations, le niveau de cotisation de l'employeur au régime PD sera certainement le point de départ pour analyser le niveau à cotiser pour lui. Donc, ça nous prend le coût de service courant pour inclure la provision de stabilisation. Les économies, bon, la provision de stabilisation fait partie des économies du coût dont l'employeur va bénéficier, donc il faut le considérer, il faut le compter. D'ailleurs, le régime à prestation cible nécessite également cette provision-là. Tout dépendant de la date d'évaluation de l'actuariel, pour déterminer la cotisation du service courant, peut-être que c'est sous-estimé là, par rapport à la date de mise en place. Donc, il va falloir s'assurer de refléter l'évolution récente de la population et des hypothèses actuarielles. Donc, s'il est impossible de conserver notre PD, il y a différentes raisons pour demander à l'employeur qui cotise davantage. En considérant le transfert du risque, là, ça a quand même une valeur, là. Donc, sinon, pourquoi que l'employeur voudrait enlever le PD ou s'en aller au régime à prestation cible? Les économies réalisées parce qu'il est moins impliqué dans la gestion, on peut argumenter certainement des économies de coûts pour les ressources humaines, les systèmes informatiques. On peut aussi, si l'employeur cesse d'occuper les communications au niveau des participants à l'Assemblée annuelle, on pourra certainement justifier une augmentation de sa cotisation. Il y a des frais d'implantation qu'il va falloir certainement lui adresser si jamais on est pris. On pourrait demander aussi qu'il s'engage à verser une cotisation additionnelle si on arrive dans une situation insuffisante et prévoir aussi la mise en place jusqu'à un maximum peut-être de 2 %. Les surplus, naturellement, pour que ça soit clair que ça s'appartienne qu'aux participants. Puis, je dirais que peut-être en terminant, dans le cadre des pâtes et papiers, une chose est sûre, il va falloir revoir peut-être des éléments avant le 31 décembre 2023, mais il ne faudra pas oublier aussi qu'on aura plus de travail syndical. Il ne faut pas oublier des libérations syndicales additionnelles financées par l'employeur. Donc, il y a plein de choses à mettre en place, à mon point de vue. D'abord, garder ce qu'on a. Si on n'a vraiment pas le choix, ben, je pense qu'il y a des éléments qu'on doit travailler, des lignes directrices. Merci beaucoup, Renaud. Pierrick? Oui, ben moi, je vais l'aborder peut-être d'une perspective un peu plus large. C'est peut-être un lieu commun de le dire, là, mais en termes d'alignement stratégique puis de perspective d'action syndicale, je pense qu'il faut vraiment recentrer notre réflexion et notre action pour les prochains mois, prochaines années à l'éducation. Puis bon, l'éducation, je le dis, là, c'est un lieu commun, mais c'est quelque chose en soi qui est souhaitable, mais plus particulièrement sur cet enjeu-là, en lien avec le changement démographique qu'on est en train de vivre dans nos milieux de travail. Je suis convaincu là, que ceux qui nous écoutent aujourd'hui, si on intervenait, que ce soit en relation de travail ou dans leur milieu syndical ou encore au niveau des régimes de retraite ou en négociation, si vous avez eu l'occasion de mettre les yeux sur les chiffres, là, dans certains milieux, c'est plus de 50% des employés ou du membership qui a moins de 5 années d'ancienneté ou d'expérience syndicale. Et toute la question des régimes de retraite, ça reste, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça reste des questions qui sont éminemment complexes. Et moi, je pense que
c'est pas tout d'adhérer à un régime de retraite. Il faut y adhérer sur un plan pas juste juridique. Je participe à mon régime, mais j'adhère à mon régime et je comprends l'impact que ça peut avoir. Tu sais, par exemple, dans une prestation déterminée, là, tu sais, on est tout habitué d'être sur notre téléphone, dans notre compte de banque, de voir les chiffres. C'est individualisé. C'est de l'information qu'on est habitué de flipper rapidement. Mais tu sais, si on prend une prestation déterminée ou un employeur, puis je lance un chiffre comme ça, mais cotise 10% par année, ça a une valeur qui est extrêmement grande. Et honnêtement, tu sais, pour avoir formé beaucoup de militants puis de conseillers syndicaux, là, bien s'approprier ces notions-là, ça peut prendre facilement 5 ans. Fait que la journée où les gens n'auront plus d'intérêt ou seront plus connectés à leur régime, déjà qu'il y a une crainte d'être traversé pour des enjeux financiers par l'employeur, mais en plus, il n'y a plus d'adhésion de la part des employés, des membres au niveau de l'importance d'avoir un régime de retraite de qualité pour le présent, mais aussi et surtout pour le futur, on va avoir des gros problèmes. Puis on est en train de le vivre là, ce transfert. Tu sais, ceux qui partent à la retraite, là, moi je suis convaincu qu'ils ont tout dans nos rangs, ils ont tous fait leur cours, bien préparé sa retraite. Ils comprennent ce que ça veut dire, les prestations qu'ils vont recevoir, et peut-être même qu'ils réalisent à quel point tous les efforts qui ont été consentis sont payants aujourd'hui. Mais avec le transfert de génération qui est en train de s'opérer maintenant, là, moi je pense que l'éducation est non seulement fondamentale, elle est stratégique même pour nos négociations, pour être sûr qu'on ait un membership, puis des revendications, puis des positionnements qui sont solides. Excellent. Merci, Pierrick. Marc Ranger, pour conclure sur cette question de l'action syndicale. Oui, je vais être pas mal aligné sur Pierrick parce qu'on a débuté, on va lancer une formation pour l'ensemble de nos staffs reprendre un peu notre place au niveau de la négociation des régimes de retraite, puis pour nos syndicats locaux partout aussi qui se réapproprient le langage au niveau des régimes de retraite. On avait lancé en 2012, juste avant tous les débats, là, avant que les débats s'accélèrent, un grand colloque où on avait réuni, on avait été surpris, là, près de 400 personnes de nos syndicats locaux pour faire un débat sur la retraite parce qu'on s'apercevait que oui, il y avait des problèmes de démographie, qu'il y avait beaucoup de pression sur le régime à prestations déterminées. Et l'objectif, puis je pense stratégiquement, Pierrick, tu l'as dit, c'est sur les prochaines années, mais il faut débuter sans tarder. Donc, l'éducation au niveau de la formation, au niveau de nos staffs de conseillers conseillères qui sont aux tables de négociation, mais aussi au niveau des gens qui représentent au niveau des comités de retraite les travailleurs, nos syndicats locaux, les exécutifs. Parce que ce que j'entends comme discours actuellement, qui sont, je le disais tantôt, le côté patronal est en train de discréditer un peu l'importance des régimes de retraite, de le minimiser, d'aller davantage sur une rémunération directe versus le régime de retraite. Et je pense qu'il faut déjà lancer les lignes par rapport aux dangers des régimes à prestations cibles et puis s'assurer que nos gens comprennent bien que c'est une condition de travail qui est essentielle et qui va devenir plus pertinente. Parce qu'une des grandes craintes que j'ai, c'est qu'on tente de démontrer que dans le secteur privé, les régimes à prestations déterminés sont en train de passer sous la barre des 10%. Ensuite, on va faire le parallèle avec les gens qui ont les régimes à prestations déterminés traditionnels, les gens du secteur public, le REGOP, les gens du municipal, les gens des sociétés d'État. Et là, on va dire, on va revivre encore dans le même film qu'on a vécu il y a quelques années, pour dire, il y a des privilégiés, puis il y a les autres. Alors que là, on va de plus en plus essayer de dire que les régimes à prestations cibles sont mieux adaptés, je disais tantôt, à la réalité de la mobilité de la main-d'œuvre. Puis dans le fond, chez nous, au SFP, on va se le dire, là où il n'est pas possible de négocier les régimes à prestations déterminées conventionnels, nous, on met de l'avant le RRFS, les gens y adhèrent, il y a une compréhension qui est là par rapport à ça, la rente, elle est protégée. Donc là où on n'est pas en mesure puis la gouvernance, mais la question se pose pas aussi parce que je regardais le débat sur la gouvernance. Pour moi, l'employeur, régime à prestations cibles, quand tu assumes 100% du risque, là, tu veux juste t'assurer que les cotisations, ça c'est une chose, tes cotisations salariales, mais pour le reste, là,
C'est pour ça que le modèle du RRFS est un modèle qui est intéressant pour nos gens. On a eu une exception dans le secteur municipal où les gens ont créé une forme de RRFS, mais ils ont négocié de l'autre côté au niveau de la cotisation salariale. Ils ont accepté de prendre le risque, mais ils ont dit l'employeur, regarde, tu vas payer davantage. Un peu ce que Renaud a dit tantôt, tu vas en payer pas mal plus. Mais là, quand on regarde comme le projet de loi tel qu'il a été adopté, on dit pour le secteur universitaire, le secteur municipal, c'est une introduction de régime à prestations cibles pour le service futur. Bien là, la fourchette, l'employeur ne pourra pas contribuer plus que sa cotisation ne pourra pas être davantage que 55 pardon. Fait que donc, déjà là, ils mettent un plafond par rapport à ça. Fait que moi, je pense qu'il va falloir, oui, faire de l'éducation, mais on ne peut pas attendre. Nous, on commence là à faire de l'éducation, puis il faut qu'on remette les régimes de retraite au cœur de notre mission quand on parle de négocier des conditions de travail et puis l'importance des régimes de retraite. Puis on a un devoir comme mouvement syndical, beaucoup de gens qui sont syndiqués au Québec, c'est de vendre les régimes à prestations déterminés comme étant l'option. Tu as travaillé 35 ans, 40 ans pour la même entreprise, tu as le droit d'avoir des rentes qui sont garanties. Mm-hmm. Merci, Marc. Merci beaucoup. Donc, je retiens de vos interventions, messieurs, que c'est pas parce que les régimes à prestations cibles sont maintenant réalité qu'on doit baisser les bras, que la vigilance doit s'atténuer, qu'il y a un travail de fond à faire et que le syndicat a un rôle important à jouer sur la pédagogie sociale auprès de ses membres et dans la société qui concerne les prestations cibles. Je vous permets d'avoir un mot de la fin très rapide, très succinct, pour résumer peut-être en 30 secondes votre pensée puis ce que vous voulez proposer ou présenter aux personnes qui vous écoutent. D'abord, Pierrick. Oui, ben peut-être juste très rapidement, là, un mot, on en a moins parlé. Marc l'a abordé brièvement sur le secteur public. C'est peut-être plus un message que je veux lancer. Qu'un mot de la fin là, pour résumer, mais tu sais, puis Marie-Josée m'avait parlé que dans les provinces maritimes, là, il y avait, je me souviens plus, je crois que c'est Terre-Neuve, il y avait un endroit où on avait introduit un régime type prestation cible pour les employés de la fonction publique. Moi, je veux juste mentionner là, que ça serait une erreur terrible. Là. Si c'est ça le grand plan du gouvernement, là, puis on a bougé un premier pion pour essayer de faire un EMAT d'ici quelques années, là, ça serait une erreur épouvantable. Là, à mon sens, ça précipiterait un paquet de monde qui sont déjà très précaires au niveau de leurs conditions de travail. Là, si je prends juste chez nous au SEPB, dans le secteur de l'éducation, la moyenne d'heures travaillées là, est à peine en haut de 20 heures par semaine, là, en moyenne parmi nos membres. Donc, là, aller jouer dans tout ce qui leur reste, comme conditions de travail de qualité décente, là, le REGOP, ça serait une erreur épouvantable de la part du gouvernement qu'il paierait pour d'une main peut-être l'économie qu'il ferait de l'autre, là, mais qui paierait très cher en termes de précipitation d'une grande partie de la population là, sous le seuil de la pauvreté. Là. Fait que moi, je voulais terminer sur cette note-là parce que si c'est ça le grand plan, là, je trouve que ce serait une erreur sociale et économique absolument épouvantable là, qui serait faite. Merci, Pierrick. Renaud. Ben, écoute, c'est clair que quand je parlais de compréhension de nos membres, puis l'éducation, c'est certainement l'élément tournant là-dedans. Mais je veux rappeler un peu ce que Marie-Josée parlait dans le cadre de la restructuration d'entreprise, puis on a entendu ce matin, là. Avec la pandémie, là, probablement plusieurs secteurs vont être affectés, dont celui des services, où on nous demande une série de concessions au moment où on se parle. Là. J'ai eu 3 lockouts depuis le mois de septembre. Et quand je regarde le secteur d'hôtelier, le Sheraton à Montréal, on a 35 personnes qui travaillent sur 500 et l'employeur nous a adressé 180 demandes de concessions. Donc, le contexte est assez extrême. Puis quand je vais de l'autre côté, puis Marie-Josée en a parlé ce matin, le groupe Capital Média, là, ou White Birch, la situation des promoteurs qui nécessitent comme condition d'acquisition la terminaison des régimes puis couper,
Parce que si on ne fait pas ça, de l'autre côté, les retraités sont dans la même situation au moment de la terminaison. On regarde la solvabilité, puis ils sont coupés de 15, 20, 25 ce qui est encore plus dommageable, parce que les retraités, là, il faut se nommer, pas un club social, mais des représentants des retraités avec qui ils vont travailler avec nous autres, qu'on leur donne l'information. C'est ce qu'on a essayé de faire. Puis dans le groupe Capital Média, on a reçu une belle requête, ils nous poursuivent pour 22 millions. Naturellement, ils ont signé des quittances. Ils étaient conscients. Puis si on ne faisait rien, il n'y avait plus de journaux, plus d'actifs, plus rien. Puis pas mieux pour eux autres, là. Donc, comme il a été mentionné ce matin, il faut continuer à revendiquer, que ce soit des assurances retraite, que ce soit le changement de rang, de créance. Oui, l'éducation, mais il faut que nos membres, si on regarde à court terme, c'est la crise économique ou la pandémie, toutes les mises à pied, toutes les difficultés qu'on a. Puis oui, il faut regarder pour le futur. Puis nos gens qui font un an qui n'ont pas travaillé au Sheraton, vous comprendrez là, que c'est assez difficile à tenir mobilisés. Là. Ils n'ont plus de chômage, la PCU est finie. Là. On fait quoi avec ces gens-là? Là? Donc, moi, je pense qu'il faut continuer, il faut profiter de l'occasion. Puis sur le reste, on va continuer à faire notre travail syndical, d'éduquer, à informer. Mais la situation est quand même encourageante parce qu'on a la RFS, puis vous le savez, tous les petits groupes qu'on recrute, 50 et moins, on les dirige vers là parce qu'on n'est pas capable de mettre des prestations dans notre secteur privé, là, prestations déterminées traditionnelles. J'en ai eu un dans les 5 dernières années, là, puis c'est un copier-coller parce que c'est la même entreprise, parce qu'on ne l'aurait jamais vu. Merci. Merci, Renaud. Merci beaucoup. Marc Ranger, le mot de la fin, sans casser ta caméra, dans un laps de temps assez restreint. Mais non, cette fois-ci, je vais être très court parce que je pense que j'ai vraiment dit ce qu'il en était. Mais la clé, ça va être vraiment de se réapproprier le débat, de reprendre notre place. Puis je trouve que les consultations sur le projet de loi 68, je l'ai dit d'entrée de jeu, la vitesse à laquelle ça s'est fait et il a été adopté, c'est inquiétant pour tout le mouvement syndical. Qu'on ait, puis par chance, quand je dis ça, là, je suis pas critique parce que par chance qu'on a le travail qui est fait par Marie-Josée, par la FTQ au niveau des régimes de retraite, mais nous, chacun des affiliés de la FTQ, on doit vraiment reprendre auprès de nos membres le discours, puis remettre au centre. Et puis, je le répète encore, on va vivre le phénomène de pénurie de main-d'œuvre va revenir. Oui, c'est difficile actuellement économiquement. Nous, à peu près tous nos membres dans le transport aérien ont été mis à pied. Renaud, tu parlais de l'hôtellerie, de la restauration. L'impact est terrible, mais il ne faut pas se tromper. La reprise risque d'être très forte. Les régimes à prestations déterminés, puis il y a quelqu'un qui me textait pendant juste avant la conclusion pour me dire nos régimes à prestations déterminées sont là pour participer à cette relance-là aussi. Et il est temps qu'on en parle fièrement. Les employeurs ont tout intérêt à contribuer à un régime de retraite, puis c'est bien de valeur, mais ils doivent aussi participer au risque. Fait que moi, là, en dernier ressort, puis c'est pour ça qu'on fait la promotion du RFS, mais d'abord et avant tout, là, un régime de retraite, c'est à deux, parce que c'est pas juste dans l'intérêt des travailleurs, c'est dans l'intérêt de l'employeur aussi, par rapport à la rétention de personnel. Puis là, il faut prendre notre place dans l'espace médiatique aussi pour tenir ce discours-là, puis arrêter de laisser à patinoire. Puis je m'excuse parce qu'on travaille avec des super firmes d'actuaires, là. Fait que c'est pas elles que je vise. Mais laisser la place aux pseudo-spécialistes qui veulent notre bien puis qui s'en occupent. Parce qu'en même temps, je le disais tantôt, c'est une maudite bonne business depuis 5 ans. Mais c'est au mouvement syndical de se réapproprier. C'est nos régimes de retraite, nos conditions de travail. C'est à nous de se réapproprier le débat. Merci beaucoup, Marc. Écoutez, je voudrais vous remercier pour vos présentations. C'était très clair. Je trouve que ça conclut très bien les ateliers qui ont été sur les prestations cibles auparavant. Et ça donne, je pense, le ton pour la centrale sur les mois et les années à venir concernant l'alignement sur les prestations cibles. Donc, je voudrais vous remercier énormément de votre présentation et participation.